Parfait. OK, on commence avec le sutra des enseignements. Le Dharma le profond et subtil, difficile à rencontrer, même au cours de centaines de milliers d'éons. Maintenant, nous pouvons le voir, nous pouvons l'entendre, l'accepter et le conserver. Puissions-nous ce jour comprendre complètement la signification véritable de l'enseignement du Bouddha Tathagata. Bon, ben parfait. Je suis contente de vous rejoindre en quelque sorte à la demeure. J'espère que vous allez m'apporter un petit peu de fraîcheur aussi. Et oui, parce que là, ça devient un petit peu dur à nouveau, c'est vrai. Et puis, je suis contente parce que je veux parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire deux côtés, les gestes de la pratique, d'une part, et d'autre part, la pratique avec le cœur. Voilà, c'est les deux côtés de notre pratique. Il faut qu'il y ait les deux pour que notre pratique soit complète. Et aujourd'hui, je voudrais parler des oryoki, et c'est exactement là où c'est le plus facile à voir en quelque sorte, et le plus facile en quelque sorte à comprendre. Alors, je vois qu'il y a des nouvelles personnes, mais je vois qu'il y a des anciens aussi. Alors, quand on arrive dans les temples zen, c'est la première surprise, hein, souvent. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette façon de manger? Qu'est-ce que c'est que cette façon de manger? On le voit sur la figure des gens. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'on fait aussi compliqué et tout ça? Et alors, ça me fait rire parce que moi, j'avais horreur des oryoki. Mais alors, ça me mettait dans une colère. Vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je suis allée dans différents temples, différentes retraites, et à chaque fois, je tombais sur ces oryoki. Et je me disais, mais vraiment, ça, c'est. Bon, voilà, ok, je le fais n'importe comment parce que vraiment, c'est horrible. Okay. Donc, ça a duré un moment comme ça, jusqu'à ce que j'arrive au temple de mon maître. Et quand j'étais au temple de mon maître, petit à petit, grâce à son enseignement, grâce à sa façon d'utiliser les oryoki, j'ai fini par pénétrer le sens, la signification, l'importance énorme que ça avait. Parce que vous croyez que c'est compliqué déjà les oryoki, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. À la demeure sans limite, comme ça ne l'était pas à Zuigakuin, le temple de mon maître, parce que le Roshi, il a beaucoup simplifié. Et nous, on a gardé à la demeure cette version simplifiée. Parce qu'il y a des versions où ça dépend, hein, dans quel sens vous posez votre cuillère avant ou après Saïchine, etc. Bon, le Roshi, il a beaucoup simplifié parce qu'il voulait arriver au fond, vraiment. Vous voyez, toucher le fond de cette pratique des oryoki. Et que pour lui, le fond, c'était de savoir qu'à chaque instant, dans notre vie, nous recevons. Ça, c'est le mot-clé des oryoki, comprendre que nous n'arrivons pas toujours ou pas souvent à voir, c'est-à-dire que notre vie, elle dépend uniquement du fait de recevoir. Or, parce que, bon, alors bien sûr, dans un temple japonais, en tant que nonne, c'est beaucoup plus facile à comprendre parce qu'une ou deux fois par semaine, on prend le bol à aumône et puis on traverse le village et on reçoit de l'argent ou du riz, et c'est ça ce qui nous fait vivre. On vit comme ça au temple de mon maître, seulement avec des aumônes. Donc, on comprend bien assez vite que notre vie, elle dépend de ce qu'on reçoit. Ici, vous le voyez peut-être moins, mais il y a le petit plateau ou je ne sais pas quoi sur l'autel, et notre vie et la vie du temple aussi, eh bien, elle dépend aussi de ce qu'on reçoit. Donc, ça nous fait rentrer directement en tant que nonne dans cette importance vitale de notre vie de recevoir. Mais pour vous, c'est plus difficile parce qu'on a toujours un peu tendance, je ne parle pas seulement à la demeure, mais de se dire, je paye, donc je reçois quelque chose. Et ça semble normal. Et le côté recevoir finit par disparaître. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment important. C'est le fond, c'est vraiment ce que Moriyama Roshi nous a fait travailler, qu'on souhaite faire travailler, c'est recevoir. Or, recevons cette nourriture, c'est les paroles qui vont venir tout au long de ces lignes qu'on lit avant le repas.
En fait, c'est parce que j'ai enlevé des choses. Normalement, on dit, premièrement, nous recevons cette nourriture, deuxièmement, troisièmement, etc. Moi, je dis, bon, qu'est-ce que c'est ce premièrement, deuxièmement, troisièmement? Ça n'a aucune importance. L'important, c'est de répéter volontairement pour que ça nous entre dans la tête. Vous voyez, de répéter volontairement, recevons cette nourriture. Et du coup, on le répète 5 fois, c'est pas trop, à mon avis, même 2 ou 3 fois par jour. On le répète 5 fois, on tend notre bol et on reçoit. Et petit à petit, ça finit par nous entrer dans la tête. Ça, c'est la base. Vous voyez, ça, c'est la base de tout. Tant que ça, c'est pas un petit peu commencé à rentrer dans notre tête, on mange avec les orioki. Ben voilà, comme moi je l'ai fait au début, en me disant oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on va passer tout ça, enfin, etc. Premier vers ou première phrase, recevons cette nourriture avec gratitude. Grâce à d'innombrables labeurs, elle est parvenue jusqu'à nous. Ou innombrables efforts, ou innombrables labeurs, elle est parvenue jusqu'à nous. Alors, ça c'est important parce qu'il y a le mot effort ou labeur dedans. Et quand vous allez acheter, je ne sais pas, le pain chez le boulanger ou les fruits au supermarché, vous ne les voyez pas. Si vous avez un jardin ou si vous avez l'occasion à la demeure de travailler dans un jardin, déjà, vous commencez à voir que c'est un cadeau, ces légumes. C'est un cadeau du ciel, de la terre, c'est un cadeau de toutes les personnes qui ont travaillé dans ce jardin. C'est un cadeau du travail réalisé. Et déjà, on commence à voir ça. Et là, c'est le tout début, comme une petite graine comme ça, tout début comme ça, de méta, la gentillesse aimante. J'aime pas trop cette expression, mais bon, méta, le prendre soin. Vous voyez, le prendre soin. Et puis karuna, la compassion. C'est la prise de conscience, encore limitée, mais de la gratitude, de la reconnaissance qu'on peut avoir quand on reçoit cette nourriture. Mais c'est encore limité. Hein. Dans la meilleure des cas, aussi, quand vous travaillez dans la cuisine, vous vous rendez compte du travail, et bien, si vous faites la cuisine chez vous, hein, mais là, dans la cuisine, vous vous rendez compte du travail et vous avez la gratitude pour les personnes qui ont travaillé dans le potager, pour les personnes qui ont travaillé dans la cuisine, pour les personnes qui ont fait Tenzo, etc. Vous voyez, petit à petit, c'est quelque chose qui commence à s'étendre, à grandir. Mais là, on a un problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va recevoir tout avec gratitude? Et toujours, on est dans nos bols là, parce que c'est significatif. Vous savez, moi, au Japon, on partait avec le roshi et on recevait. Alors, on recevait un peu d'argent dans le bol, parfois on recevait du riz, parfois les gens, s'ils avaient eu une grosse récolte de je ne sais pas quoi, hein, Joké, elle pouvait en parler, c'est pareil au Nisodo, on reçoit tout d'un coup 2 kilos de je ne sais pas quoi, de daikon, de radis, de je ne sais pas quoi. Et après, il faut les manger. Parce qu'on les a reçus, il faut les manger. Alors, si on est nombreux, c'est bien. Si on n'est pas nombreux, ben, on les mange, on les mange, on les mange. Et recevoir tout avec gratitude, eh ben, c'est vraiment difficile. Et il y a une chose, alors c'est drôle parce qu'il y a des choses qui vous choquent comme ça, qui vous restent en tête. Donc, moi, j'ai travaillé pendant plus de 2 ans dans la cuisine. J'étais Tenzo au temple de mon maître. Donc, ce travail de donner, ce travail de donner à recevoir, ce travail de recevoir la nourriture, puisque à chaque fois, on reçoit avant de le redonner, c'était très, très profond pour moi, vous voyez. Et quand je suis rentrée à la demeure sans limite, j'étais seule au départ, donc c'est moi aussi qui faisais Tenzo. Et un jour, c'était assez au début, donc je suis passée dans la cour, je ne sais pas, il y avait des pratiquants qui étaient là, on sortait du repas, et je les ai entendus discuter. Et le premier disait ah oui, le premier bol quand même, il n'était pas très salé, tout ça. Et le deuxième disait oui, mais moi, tu vois, dans le deuxième bol, j'aurais mis plus d'herbe, etc. Je ne peux pas vous dire, il a fallu pratiquement que je m'assoie, le choc que ça a pu être pour moi. Pour moi, c'était incroyable. C'était un truc que j'aurais jamais imaginé. En même temps, ça m'a ouvert les yeux. Parce que le problème, c'est qu'à force d'être monastique, on ne voit plus les choses de la façon dont on veut les voir les laïcs. Vous voyez, ça, c'est un petit peu un problème. Et donc, je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait manger les bols comme ça, avec le goût en quelque sorte. Vous voyez? Et on dit à la fin, recevons cette nourriture comme un médicament, etc. Mais je n'avais jamais mangé que
OK, on va au restaurant, vous mangez ce que vous avez choisi, vous allez payer effectivement. Vous pouvez avoir aussi la gratitude parce qu'il y a autant de travail derrière, mais je peux comprendre qu'au restaurant, on se dise c'est bon, c'est pas bon, etc. Mais dans un temple, avec les oryoki, c'était au-delà, mais vraiment au-delà de tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Vous voyez, ça fait 20 ans et tout, et quand j'en parle, j'ai encore ce choc. Et donc, la première chose de nos oryoki, c'est quelque chose qui va nous faire reconnaître notre éternelle insatisfaction. Vous voyez? Parce que le problème, est-ce que c'est l'assaisonnement du premier bol ou bien est-ce que c'est vos attentes perpétuelles? Parce que le problème, est-ce que c'est votre déception qui vient toujours du fait que nos attentes sont jamais complètement réalisées? Vous voyez, c'est la première chose que vous pouvez apprendre avec les oryoki. Vous pouvez voir votre mécontentement, vous pouvez voir votre frustration parce que ben non, ça ne sera jamais selon nos désirs. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour voir au-delà de nos désirs? Comment est-ce qu'on va faire pour recevoir vraiment avec, alors j'utilise un mot qui est difficile, mais là on peut bien le comprendre, avec équanimité, c'est-à-dire recevoir le premier bol, le deuxième bol, le troisième bol. Voilà, vous voyez? C'est vraiment difficile, c'est un énorme apprentissage, énorme. En plus, on vous plonge dedans. Pof, vous arrivez à la demeure, vous êtes plongé dedans. Bien sûr que dans votre tête, c'est encore comme à l'extérieur. Vous voyez? Et donc, il faut un petit peu de temps. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour apprendre ça? Je pense qu'il y a une seule chose, c'est la gratitude qui va nous l'apprendre. Il n'y a pas d'autre moyen pour l'apprendre. Ça veut dire que Maître Dogen, il utilise souvent une expression qui dit de tout cœur, de tout notre cœur. Il utilise beaucoup cette expression, aussi bien pour se laver la figure que travailler dans la cuisine, que marcher en quinine, que le jardin, je ne sais pas. Et Maître Dogen parle toujours de ça, de tout cœur, avec le cœur tout entier. Mais le problème, c'est que pour ouvrir notre cœur, comment dire, pour mettre notre cœur exactement là où nous sommes, eh bien, encore faut-il savoir où il est notre cœur. Parce que nous, c'est pas simple. On ne sait pas travailler avec notre cœur. La plupart du temps, on travaille avec notre tête. Euh, on se dit, je veux ceci, je vais faire cela, je veux pas ça, je veux ça, j'en veux beaucoup, j'en veux pas beaucoup, etc. Vous voyez, c'est notre tête sans arrêt qui est en train de nous parler. Et tout le monde comprend que ben, je veux ceci, je veux pas ça, et si j'obtiens pas ce que je veux, je suis en colère, etc. Voilà, tout le monde comprend cet enchaînement-là. Mais pour pouvoir travailler avec notre cœur, il faut déjà avoir su emplir notre cœur avec la gratitude, et de là va naître la compassion. Ça paraît simple dans un premier temps, je l'ai dit, on se dit merci aux personnes de la cuisine, merci aux personnes qui ont travaillé dans le potager, merci aux personnes qui ont fait le service, etc. Mais on a vraiment difficilement l'idée de la signification réelle, immense, de cette gratitude que nous avons envers tous les êtres. Et la gratitude vraie, c'est pas la gratitude du ah je suis contente parce qu'on m'a donné ce que je voulais. C'est pas même pas la gratitude de je suis contente parce qu'on m'a donné à manger. Vous voyez, ça dépasse ça, mais je sais pas comment dire, de façon immense quoi. Hein, il n'y a même pas de comparaison entre les deux. La gratitude, elle est ce que nous avons envers tous les êtres, et elle apparaît quand on prend conscience de la façon dont nous sommes reliés à tous les êtres. À tous les êtres que nous connaissons, bien sûr, à ceux que nous ne connaissons pas aussi, à ceux qui vont mourir et disparaître demain, à ceux qui vont naître cet après-midi. Nous sommes reliés sans cesse à tous les êtres, et ce lien apparaît, naît de notre nature de Bouddha. C'est-à-dire, la véritable gratitude, elle vient parce que nous savons que nous partageons tous cette nature de Bouddha, non seulement avec tous les êtres, mais avec toutes les plantes, les herbes, les cailloux, comme dit Maître Dogen, c'est-à-dire cette possibilité d'éveil, cette possibilité de lâcher ce je veux pas, je suis contente, je suis pas contente, ça me plaisait, il y avait trop de sel, il n'y avait pas assez de sel, etc. Vous voyez, cette possibilité de lâcher tout ça, lâcher tout ça, lâcher tout ça, le laisser partir et avoir finalement, pouvoir dire, je reçois cette nourriture avec gratitude. Et là, j'ai ouvert
complètement ouverte. Je suis passée au-delà de ma forme de gratitude. Je suis passée, pour utiliser un terme un peu, je suis passée dans un cœur infini d'une certaine façon. Vous voyez? Alors, je ne sais pas, sûrement la plupart d'entre vous, vous connaissez, sont les 3 cœurs esprits du Tenzo, que Maître Dogen explique dans le Tenzo Kyokun. C'est un esprit joyeux d'abord, parce que quand on aime les gens, je veux dire, quand on ouvre son cœur, eh bien, ça se fait dans la joie. Ce dont je suis en train de parler, ce n'est pas un pensum, ce n'est pas une obligation, je dois, etc., sinon je ne suis pas une bonne personne. Je ne parle pas de ça, je parle d'une joie au contraire qui va naître. Je parle de quelque chose qui va nous agrandir tellement que nous allons avoir la place pour toute cette joie. Et aimer les gens et agrandir son cœur, ben, c'est la joie qui arrive, vous voyez. Donc ça, c'est le cœur aimant. Et après, il y a ce dont parle Maître Dogen, le troisième, c'est Daishin, l'esprit vaste, parce que c'est un cœur qui englobe tout, sans trier, en unité complète avec tout ce qui est. Donc ça, c'est la première chose. C'est la plus vaste. Vous voyez, ça n'a pas l'air, hein, parce que si on le lit comme ça, on peut dire d'innombrables labeurs, je reçois avec gratitude. Mais non, ça, c'est seulement une lecture limitée. En fait, c'est la phrase la plus vaste de toutes les phrases qu'on va avoir ici, de toutes ces 5 phrases. Parce qu'après, si on prend les phrases suivantes, recevons cette nourriture avec humilité, examinons si notre pratique la mérite. Alors, il faut bien penser que ce texte, au départ, il est pour les moines et les nonnes. Les moines et les nonnes, ils vont avec leur bol, effectivement, ils reçoivent la nourriture et en échange, ils donnent le dharma. C'est ce qui se passe à la demeure sans limite, c'est ce que je fais avec Internet, avec les groupes, etc. C'est ce qui se faisait au temple de mon maître. Donc, ce sont des formes différentes, hein, mais l'idée, c'est la même. Nous donnons le dharma et en échange, nous recevons la nourriture, nous recevons de quoi vivre. Mais j'ai vu, au Japon comme en Europe, etc., comme aux États-Unis, comme partout, j'ai vu des moines assez arrogants qui disaient ah ben oui, il faut me donner la nourriture parce que vous voyez, moi je vous transmets le dharma du Bouddha qui est plus important que tout, etc. Et ça, donc, ça, recevons avec humilité. Nous devons regarder clairement ce que nous donnons en échange. Est-ce que moi, en tant que nonne, je peux recevoir cette nourriture? Est-ce que ma pratique la mérite? Et vous, est-ce qu'en tant que laïc ici, est-ce que vous pouvez recevoir cette nourriture? Est-ce que votre pratique la mérite? Et là, il faut s'arrêter un instant sur le mot pratique. Parce que dans un premier temps, on pourrait croire que ça veut dire, alors surtout pour nous en tant que nonne, ah, est-ce que je fais assez zazen? Est-ce que je fais zazen 1 heure, 5 heures, 10 heures par jour, etc. C'est pas ça. Hein. Moi, je ne crois pas du tout que c'est ça. Il faut réfléchir qu'on a parlé de la pratique de tout notre cœur. Et ensuite, on a le mot mérite. Comme j'ai traduit ces phrases, j'avais hésité, mais bon, c'est un mot qui est là. Mais je me suis dit, dans notre contexte judéo-chrétien, le mot mérite, c'est assez fort. Vous voyez? Et pour vous, en tant que laïc, ça veut dire, et nous aussi, mais d'une autre façon, est-ce que votre vie mérite tous les efforts que font tous les êtres pour que cette nourriture parvienne jusqu'à vous? Il y a une énorme question, hein? Est-ce que notre vie, elle mérite tous ces efforts, pour qu'à la fin, j'ai un bol et que je commence à dire « Oh, c'est pas assez salé, il n'y a pas assez d'herbe. » Alors voilà, on voit bien que là, on est dans une autre histoire. D'accord? Mais le mot mérite, le problème de ce mot mérite, encore une fois, dans notre société, c'est qu'il peut déboucher sur une certaine culpabilité. Ah non, je ne mérite pas de manger, je n'ai pas assez fait zazen, ou je n'ai pas été gentille, ou j'ai eu des paroles désagréables, etc., etc. Et on peut se dire, est-ce que je travaille assez? Est-ce que je donne assez? Est-ce que je fais assez? Mais je crois que ce n'est pas du tout ça le mot mérite dans ce contexte. Vous faire attention aux mots, hein, parce qu'on est obligé d'utiliser des mots de notre culture pour parler de quelque chose de complètement différent. Vous voyez? Donc le mot mérite, moi je crois que c'est toujours le cœur. Et le cœur, quand on regarde avec le cœur, on est capable de voir nos propres limites. Et ça, c'est la première question. Est-ce que je suis capable de voir mes limites? Alors, bien sûr, je vais voir sûrement que cet amour sans limite du bodhisattva, ben, j'en suis pas toujours capable ou pas souvent capable, etc. Mais peu importe. Mériter la nourriture, pour moi, ce que j'en comprends, c'est est-ce que je suis capable de voir mes limites? Parce qu'il faut bien que je les vois
pour pouvoir les bouger. Hein? Je ne peux pas faire changer quelque chose que je n'ai pas vu. Donc, la première chose, c'est pas de se dire est-ce que j'en fais assez, est-ce que je travaille assez, etc. Mais plutôt, pour moi, ça serait est-ce que je pratique la voie du Bouddha avec le cœur. Vous voyez, on passe d'un quantitatif, en quelque sorte, à un qualitatif. Ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de travailler sur la compréhension de ma propre nature, sur le regard que je pose sur l'autre, sur mes propres limites? Est-ce que tout ça, c'est présent dans mon esprit quand je reçois cette nourriture? Vous voyez, à ce moment-là, l'humilité, c'est simplement une vue juste, une sorte de rigueur, mais juste avec soi-même. C'est le fait de savoir, si je peux dire ça de façon plus familière, quand est-ce qu'on se raconte des histoires sur soi et quand est-ce qu'on se voit de façon juste. Ce n'est pas un jugement, hein, c'est pas un jugement, c'est nous voir pour pouvoir changer, pour pouvoir bouger, pour pouvoir voir eh bien, quand est-ce qu'on peut mettre tout notre cœur dans notre vie. Et je pense que l'humilité, c'est seulement ça. C'est le contraire de l'arrogance, bien sûr. Ça, s'il y a de l'arrogance, il y a pas d'humilité. C'est le contraire de l'arrogance. Mais quand on a retiré l'arrogance, ça serait seulement est-ce que je peux me regarder de façon juste? Est-ce que je peux vivre avec le cœur du plus possible? Du plus possible. Hein? On n'attend pas de nous qu'on soit des bodhisattvas du jour au lendemain, mais est-ce qu'on peut essayer du plus possible de travailler avec le cœur? Donc là, on a vu déjà les 2 premières phrases. Et puis, on passe à des phrases sur lesquelles je vais passer plus rapidement parce qu'elles sont plus simples à comprendre, et je trouve. Recevons cette nourriture avec un esprit libre de tout attachement. Recevons cette nourriture avec un esprit tranquille, rejetant le poison de l'avidité. Là, j'espère que tous, vous avez reconnu, on a les 4 nobles vérités. Le non-attachement, hein, c'est-à-dire, on l'a vu, dépasser nos limites pour entrer dans le oui, pour lâcher un peu ce petit moi qui est toujours insatisfait, qui est toujours en train de se plaindre quand jamais ce qu'il veut, comme il veut, et au moment où il veut, exactement comme il veut, etc. Hein, voilà, on comprend tout ça. Donc, non-attachement, ça va être très simple, hein, parce que des fois, les gens, ah oui, mais je suis attachée à ma femme, à mes enfants, à mon mari, à je ne sais pas quoi. Non, non, le non-attachement, c'est tout simple. Où est-ce qu'on va dépasser ce petit moi râleur, là, plaintif, râleur, coléreux, tout ce que vous voulez, pour entrer dans le oui. Je reçois avec gratitude, oui. Je reçois tout ce qui est donné, oui. C'est tout simple, enfin, c'est tout simple. C'est plus vite dit que fait, ça c'est sûr. Mais c'est l'idée, voilà, de ce non-attachement qui n'est pas à chercher des trucs compliqués, tout ça. Non, non, c'est notre attachement à ce petit moi qui est à l'intérieur et qui est en train de juger. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Là j'aurais mis ça, là j'aurais pas mis ça, là j'en ai pas assez, j'en ai trop, j'en ai nanana. Donc, une fois que ça s'est lâché un petit peu, et encore une fois, les oryoki, c'est le lieu de la pratique, en quelque sorte, pour commencer. Vous voyez, vous commencez là, et petit à petit, comme une pierre qu'on jette dans l'eau, comme ça va faire des cercles de plus en plus grands. Vous commencez là, vous commencez avec vos 4 bols, vous commencez avec la façon dont vous êtes servi, vous commencez avec, bah oui, des fois les gens du service qui vous ont oublié, je ne sais pas quoi, alors vous avez des grandes signes dans cette dos, enfin bon, ça c'est assez rigolo, mais vous commencez là avec vos oryoki. Et après, vous laissez parce que tout naturellement, quand ce petit moi, il commence à un petit peu être, vous voyez, c'est comme l'eau qui un peu use un petit peu comme ça. Euh, D'une certaine façon, à un moment, l'avidité, elle tombe de nous. Vous voyez, je ne suis pas en train de parler d'essayer à toute force déraciner quelque chose. Non, vous allez regarder ce petit moi, la façon dont il reçoit la nourriture, la façon dont il ressent la gratitude. Si c'est avec le cœur, si c'est juste un peu comme ça. Oui, je suis contente d'avoir à manger, mais j'aurais préféré que ça soit meilleur. Voilà, hein, vous voyez, vous allez regarder ce petit moi comme ça. Et quand vous allez laisser la gratitude prendre de plus en plus de place,
alors spontanément, ce petit moi, bah, il va prendre de moins en moins de place. Vous voyez, on n'a pas la place pour tout, hein. Il suffit de remplacer quelque chose par quelque chose. Et quand ce petit moi, il aura moins de place, moins râleur, moins et cetera, eh bien, spontanément, l'avidité, notre avidité va aussi diminuer. Vous voyez, c'est un espèce, c'est mettre en marche une sorte de cercle vertueux comme ça. Il y a un effort, mais alors c'est ce qu'on appelle, moi je vais pas, après je ne vais pas parler pendant des heures, quelle heure il est, ouais. C'est un effort, c'est ce qu'on appelle l'effort sans effort. Il y a un effort, hein. La première fois, vous allez vous entendre dire « Oh bah c'est pas très bon, etc. » Vous allez vous regarder et voir votre insatisfaction, et voir vos attentes, et voir comment vous êtes toujours en train de juger en vous mettant là, et que vous êtes la personne qui juge bon, pas bon, alors que c'est peut-être très bon pour la personne d'à côté. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez vu ça, ben, vous lui dites, bon, allez, du calme maintenant, hein, et puis vous vous dites, oui, c'est peut-être pas ce que j'aurais voulu manger, mais quelle gratitude pour tout ce que je reçois, pour tout ce que je reçois, pour tout ce que je reçois, etc. Vous voyez, vous mettez une chose doucement, en quelque sorte, une chose à la place de l'autre. Et encore une fois, comme on est des êtres un petit peu limités, qu'on n'a pas la place pour tout, le tout, c'est de bien choisir ce qu'on met dans sa tête et dans son cœur. Donc, au fur et à mesure que l'avidité, en quelque sorte, tombe de nous, au fur et à mesure qu'elle est en quelque sorte éteinte, vous voyez, quand on n'est plus poussé, tiré comme ça par nos désirs, eh bien, c'est le calme. C'est le calme. Et là, avant de revenir sur ce mot calme, je vais faire une parenthèse peut-être pour les plus anciens. Si vous reconnaissez, parce que j'en vois plusieurs avec qui on a fait déjà un travail sur les 4 vœux, c'est exactement la même démarche que les 4 vœux. On commence par ce qui est le plus grand, les 4 vœux. Je fais le vœu de les sauver tous, les êtres, etc., sont innombrables. C'est le plus grand. On ne sait pas par quel bout le prendre, c'est tellement grand, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et puis là, on commence par les désirs, les enseignements, suivre la voie. Vous voyez, d'une certaine façon, après, on a le chemin pratique qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On a fait des retraites là-dessus déjà. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf que ça se voit moins. On commence par le plus grand. Recevons ce qui nous est donné avec gratitude. Donc au début, on le voit petit, comme je l'ai expliqué, hein. Mais là, on commence par le plus grand. Recevons ce qui nous est donné avec gratitude. Et ensuite, on a ce côté où, ben voilà, comment faire? Eh ben, on va faire avec un esprit libre de tout attachement. Ça veut dire qu'on va un peu laisser tomber ce petit moi, avec un esprit tranquille, rejetant le poison de l'avidité. Vous voyez, on a un peu le mode d'emploi, en quelque sorte, qui arrive après. Et donc, à ce moment-là, recevons cette nourriture avec un esprit tranquille. Quand on n'est plus poussé, tiré par nos désirs, eh bien, c'est l'esprit calme. Et on est tombé récemment, maintenant il n'y a personne de Paris ou qui était à Paris, on est tombé sur ce mot calme récemment dans un texte à Paris. Et je me suis aperçue qu'en fait, ben, il y a deux niveaux de signification. Quelquefois, on est calme. Vous voyez, par exemple, vous êtes là, vous êtes calme, après vous allez vous asseoir dehors, vous êtes calme, etc. On n'est pas dans la psychologie en quelque sorte, on n'est pas dans cet esprit, esprit comme ça. C'est pas ce calme-là dont on parle. On parle du calme de l'éveil, on parle du calme du satori. Du calme, quand une fois pour toutes, c'est moi, j'aime bien cette expression, pousser, tirer par nos désirs sans cesse, et bien ça s'arrête. Et à ce moment-là, c'est calme. Et à ce moment-là, c'est équanimité. Et à ce moment-là, je peux recevoir tout avec gratitude. Vous voyez? On parle du calme du satori, on parle du calme de l'éveil, on parle du calme quand est tombé de nous ce petit moi râleur, impatient, coléreux, etc. Et c'est ça. Et encore un autre concept qui paraît pas évident et plus compliqué, c'est le non-moi. Eh bien, quand on est dans ce calme au-delà donc du petit moi agité, eh bien, c'est le non-moi. C'est pas qu'on n'existe plus, mais c'est que le petit moi, ce petit moi, etc., que je viens de décrire, de le décrire d'expérience, hein, ça c'est sûr, ce petit moi, eh bien, il est, je sais pas, dissous, éteint, disparu. Vous voyez? Je ne l'ai pas arraché de force, hein, mais
Voilà. Et ça, à travers cette activité quotidienne, hein, qui va se répéter tout au long de notre vie, c'est la manifestation de la vérité du non-moi lorsque je comprends complètement recevoir avec gratitude. C'est la vérité de ma place juste, non pas en plein milieu, comme j'aime à être ou comme j'aime croire que je pourrais être. La vérité de ma place juste, c'est-à-dire reliée à tous les êtres, dans l'interdépendance avec tous les êtres et avec tout ce qui existe. Donc là, vous voyez, on bascule dans autre chose. On est parti des bols, on est parti de tendre son bol pour recevoir, ce geste tellement important, tendre son bol pour recevoir, et on arrive simplement à une compréhension du non-attachement, du non-moi, très simple. Vous voyez, j'ai envie de dire très douce d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je vous vois, je regarde, je me dis, est-ce qu'il voit ce que je veux dire? Bon, je continue, voilà. Il y a un texte dans les enseignements du Bouddha qui dit que tous les phénomènes sont sans moi. J'aime pas le mot égo, alors je ne l'utilise pas, qui dit que tous les phénomènes sont sans moi, c'est-à-dire sans fixité, sans nature fixe, qui sont un ensemble, un flux, et que c'est vrai pour tous les êtres dans ce monde de phénomènes, cette interdépendance, vous voyez? Et donc, à ce niveau-là, on peut voir qu'on a la chance de réaliser avec la nourriture, hein, en fait, on réalise le dharma, le sans moi, le sans forme fixe, le sans, comment dire, oui, sans cette petite chose qui s'énerve toujours à l'intérieur de nous, comme quand on est assis en zazen, dans ce calme provisoire, qui peut durer une seconde, comme il peut durer 2 secondes, comme il peut durer un zazen, et puis le petit moi, il revient au courant. Eh bien, comme quand on est assis en zazen et qu'on réalise ce petit moi, on peut faire ce travail avec la gratitude quand on utilise les bols. Et Maître Dogen a écrit un chapitre sur comment utiliser les oryoki dans le Shobogenzo, et il dit que le dharma soit comme la nourriture et que la nourriture soit comme le dharma. Et il dit après, la nourriture est le dharma et le dharma est la nourriture. Donc il faut bien il met ensemble 2 niveaux. Vous voyez, c'est ça ce qui est merveilleux avec Maître Dogen, parce que lui, les niveaux, il s'en fiche, il les met toujours ensemble. Il met ensemble 2 niveaux, le dharma, les enseignements, la vérité, la réalité avec un grand R, et puis le niveau très concret de la nourriture. Cette nourriture, c'est la réalité avec un grand R. Et la réalité avec un grand R, elle n'existe qu'à travers les phénomènes, c'est-à-dire là, en l'occurrence, à travers la nourriture. C'est un. On ne peut pas les dépioter. Je ne vais pas dire maintenant, je vais aller vers la réalité, et puis là, je suis seulement dans la nourriture. On ne peut pas. C'est un. C'est impossible, c'est comme nous. Bien sûr que ce petit moi, il sera toujours là. Le moi, il est là, forcément. Parce qu'à la fin, vous allez vous asseoir et vous allez ouvrir vos bols. Et vous allez déplier vos bols. Et vous allez tendre vos bols. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le dharma. Vous voyez? C'est ça qui est formidable. C'est qu'on a tendance à chercher le dharma, je ne sais pas où, je ne sais pas où, je ne sais pas où, mais il est là à travers notre action. Parce que s'il n'y a pas de corps, ben, il n'y a pas de dharma. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de dharma. Donc, les gestes que nous allons faire, les gestes de la pratique vont devenir, c'est pas, comment dire, ils vont devenir les gestes du dharma à partir du moment où on les fait, comme dit Maître Dogen, avec le cœur et de tout cœur. Et c'est vrai aussi pour le Samu, pour pour tout. Tout cela va être un moment de gratitude. Il dit ça, Maître Dogen, à propos du Tenzo. Il dit, le Tenzo, il est joyeux parce qu'il a l'occasion de travailler pour la communauté. C'est formidable, parce que nous, on se dit, ouais, travailler. Eh bien non, c'est vrai, hein, on peut vous le dire, Choki Sensei comme moi, on est joyeux quand on a l'occasion de travailler pour la communauté, de nourrir les personnes, de donner, de les voir recevoir. Et pareil pour faire le ménage du zendo, pareil pour faire le jardin, pareil pour balayer la cour, etc. On est heureux quand on peut travailler de tout cœur,
Et à ce moment-là, on travaille pour la communauté et on travaille pour tous les êtres. C'est, je reprends un troisième mot. J'aime bien dépiater les mots qu'on imagine compliqués, mais en fait, ils ne sont pas compliqués du tout. C'est un lâcher-prise complètement naturel. Vous voyez, c'est un lâcher-prise de nous-mêmes, mais voilà, qui arrive de façon tout à fait naturelle. Et c'est une ouverture à tout ce qui est comme c'est. Et à ce moment-là, le dharma est la nourriture. Et à ce moment-là, chaque fois que nous ouvrons les oryoki, nous repensons à ces paroles de maître Dogen et nous comprenons, comment dire, nous pouvons changer notre attitude, non seulement envers les gestes de la pratique, mais envers les bols. Et changer, alors ça c'est une parenthèse, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est qu'il est vraiment important de changer nos gestes. Si nous voulons changer nos façons de penser, il faut qu'on change nos gestes. C'est pourquoi vous allez essayer de regarder si vous avez une certaine pratique des bols ou si vous commencez à mettre en pratique ce dont je parle aujourd'hui, que quand vous revenez à une table avec une assiette, une fourchette, déjà on ne met pas les couteaux, une assiette, une cuillère, etc., paf, vous revenez à la façon de penser ancienne, si je peux dire, celle que vous avez depuis 30 ans, 40 ans, etc. Et quand vous mangez avec les bols, c'est ça qui est dur avec les bols, c'est que ça, c'est pas seulement les gestes, c'est que ça nous fait changer notre façon de penser. Vous voyez? Parce que si c'était juste des gestes. Après tout, il y a plein de gens qui vont faire la cérémonie du thé. Ils sont contents, ils aiment ça, ils payent même pour aller faire la cérémonie du thé. On leur dit, regardez, là, c'est super. Regardez, vous pouvez faire encore plus que la cérémonie du thé. Ils ne sont pas contents. Parce qu'on sent bien que ça va nous changer. On change nos gestes, on change nos façons de faire. On change nos façons de faire, on change nos façons de penser. On change nos façons de penser, on change notre vie. Et ça, c'est le cadeau des oryoki. C'est comme Zazen. Vous voyez, moi, par moment, j'ai un problème, j'ai mal ci, j'ai mal là, je suis obligée de m'asseoir sur une chaise. Et je vois comme c'est difficile, pourtant, avec la pratique que j'ai et les siècles de Zazen derrière moi, c'est difficile quand je suis sur une chaise au début. Vous voyez? Parce que je suis sur une chaise, je suis un peu, alors, je dis un peu, après ça passe, mais c'est facile d'être comme chez le dentiste, comme devant une table, comme dans un train, comme etc. Par contre, quand je me mets, peu importe, là, je ne peux plus m'asseoir comme ça, mais quand je me mets sur un coussin et assise autrement, eh bien là, je change ma façon. Et c'est beaucoup plus facile de tout de suite changer ma façon de penser, ma façon de faire, etc. Vous voyez, c'est ce fil comme ça. Et la gratitude, c'est exactement la même chose. Manger avec les oryoki, ce n'est pas une forme vide, ce n'est pas un rituel, c'est parce qu'on ne comprend pas le sens. Mais au moment où on comprend que prendre des repas avec les bols, une fois, deux fois, trois fois par jour, c'est refaire l'éveil du Bouddha. C'est-à-dire, c'est refaire cette non-séparation entre moi et tout l'univers. C'est la remettre, comment dire, ça c'était une chose que dans la nuit de l'éveil, dont le Bouddha a parlé, cette réalité de production interdépendante, vous voyez. Et manger avec les bols, c'est actualiser, comprendre avec le cœur cette réalité avec un grand R. Comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre moi et l'univers et que tout ça, c'est l'expression en fait de l'éveil du Bouddha au-delà de toute séparation. Ça veut dire qu'à travers la forme, à travers les gestes et à travers le corps, c'est l'éveil du Bouddha qui s'exprime. Mais l'éveil du Bouddha, il s'est fait aussi à travers le corps. Il a marché, il a rassemblé l'herbe, il s'est assis au pied d'un arbre, etc. Vous voyez, c'est pas l'éveil qui serait flottant là. L'éveil, il s'actualise à travers le corps, à travers les gestes. Et les oryoki, c'est vraiment le lieu de cet apprentissage en quelque sorte. Parce que bien sûr, il n'est pas fait pour rester seulement aux oryoki. Hein, il est fait pour être là à chaque instant de notre vie. Donc, c'est une merveille et j'ai une grande gratitude pour mon maître pour m'avoir permis, en mettant l'accent sur il faut tendre le bol. Et quand vous allez, bien sûr, marcher dans les villages, des fois c'est très rigolo, des fois il fait beau, des fois il pleut, des fois il y a de la neige et tout, et que vous passez de maison en maison en tendant votre bol, vous comprenez ce que c'est que recevoir. Et vous pouvez, dans votre vie, trouver
comment, à chaque instant, c'est une réflexion hein, en même temps. Je veux dire, ça ne tombe pas du ciel. Il faut que vous travaillez aussi dans votre tête. Hein. Vous pouvez, dans votre vie, regarder comment, à chaque instant, vous recevez. C'est moins direct, c'est moins évident, mais vous pouvez regarder comment, à chaque instant, vous recevez et faire grandir le cercle des gens pour qui vous avez de la gratitude. Jusqu'à ce que vous compreniez cette interdépendance complète, cette réalité ultime de ces non-moi qui sont reliés sans cesse. Et puis, de temps en temps, vous regardez ce petit moi. Il y avait un mot que j'ai utilisé, dont je vais dire un mot, c'est trier. Regardez comment vous triez. À chaque instant, on trie. Ah, ça me plaît. Ah, ça me plaît pas. Ah, ça c'est joli. Ah, ça c'est pas joli. Ah, ça j'en veux. Ah, ça j'en veux pas. Trier, ça prend une place énorme dans notre vie. Regardez-vous en train de trier. Vous allez avoir l'occasion, tiens, même jusqu'à 17h. Vous voyez, quelquefois, on a travaillé ça quand on fait les retraites en ville avec les raccourcis. On prend un thème comme ça et puis on le regarde. Vous voyez? Et puis des fois, ils écrivent aussi après. Ah ben, j'ai trié ce que je voulais faire. Alors, il y a voilà, on va trouver le SAMU qu'on préfère faire. On va essayer de ne pas être dans ce groupe-là, etc. Hein. On va essayer d'atteindre ce qu'on préfère manger le soir. On va passer devant, on va passer derrière. Enfin, voilà. On va trier dans notre vie. Eh bien, regardez qu'est-ce qui se passe quand on arrête de trier. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est que ce calme? Qu'est-ce que c'est que ce cœur qui va prendre la place, encore une fois, de ce petit moi qui est toujours en train de trier? Vous savez, encore une fois, une pratique, ça veut dire c'est vous qui le faites. Moi, je peux donner des explications. Joke Sensei vous donne l'occasion de pratiquer. Mais après, si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Hein. Il ne tombe pas du ciel comme la pluie. C'est un chemin. Tchuc, 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 tchuc. C'est vous qui marchez sur le chemin. Moi, je marche sur le mien, vous marchez sur le vôtre. À la fin, ça fait un seul chemin. Mais c'est quand même un chemin personnel. C'est ça le côté des deux côtés. Vous voyez? Il y a un texte, enfin, voilà, je m'arrête. Il y a un texte qui dit on ne peut pas partager l'éveil avec personne. Ok. Donc voilà pour les oryoki. J'ai toujours plaisir à parler de ça parce que j'ai tellement détesté les oryoki. J'ai tellement vu des gens les détester. Joke Sensei pouvait raconter la fois, on a cru que quelqu'un allait les jeter contre le mur. Hein, de qui je veux parler, comme ça, témoin en a assez. Et à un moment, on s'est dit, mais c'est merveilleux, voilà, je veux recevoir. Et après, bien sûr, on mange dans une assiette, on mange, je sais pas où, dans un parc. Moi, je mange dans les parcs en ce moment parfois, quand il fait trop chaud. Et bien voilà, mais c'est la même chose, vous voyez. Merci beaucoup. Merci, Sensei. Merci. Questions, remarques, commentaires? Oui, Joke Sensei. Je me disais, parce que je crois que je l'ai dit hier à quelqu'un, ça, justement, qu'après un moment, même quand on est assis sur une chaise pour faire autre chose, on a tendance à s'asseoir, pour le repas du soir surtout, pour moi c'est assez clair que je suis maintenant assise, comme quand je suis assise dans un dos, en fait. Le corps se met tout seul, je veux dire. Mais bon, tout à fait. C'est pas naturel, c'est pas fait comme ça, mais à un moment... Tout à fait. Après, c'est ça, on crée ce cercle vertueux qui fait que automatiquement, on reprend parce qu'on est très pavlovien. Hein, on est très pavlovien. C'est ça que changer de forme, ça casse, vous voyez, nos réactions pavloviennes. Donc, à un moment, on prend, encore une fois, on remplace. Vous voyez, on n'essaye pas d'enlever des trucs, mais on les remplace. On remplace assis sur une chaise comme ça, avec assis sur une chaise comme en zazen et pouvoir respirer et pouvoir s'ouvrir. C'est toujours la même idée, c'est s'ouvrir à tout ce qui est comme ça. Oui, Daniel. Je repense à il y a quelques jours, j'ai attendu, il y a plus de quelques jours, j'ai attendu pendant un mois, 2 mois, en fait, toutes les semaines, des gens qui devaient venir et qui reportaient pour un travail. Et je me suis dit, comment je vais être quand ils vont arriver? Et ben, j'étais pleine de gratitude et j'ai pu leur dire, parce que je me suis posé la question, comment je vais être? Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est ça, hein. Voilà, à un moment, on arrive à changer et les choses passent dans notre vie de façon naturelle. Moi, j'aime bien l'idée des choses de façon naturelle et avec un effort. Voilà, on met les deux ensemble. On met les deux ensemble. Ouais, bien sûr. Pourquoi est-ce que dans
dans la quatrième contemplation, on dit rejeter le poison de l'avidité et pas le poison de l'insatisfaction. Parce que l'insatisfaction, elle vient de l'avidité d'avoir toujours tout ce qu'on veut. Vous voyez, l'avidité d'avoir toujours plus, l'avidité d'avoir toujours ce qu'on veut, etc. L'avidité, ça coupe quelque chose de plus large encore qu'insatisfaction. Mais ça se recoupe, hein. Mais je pense que ça coupe quelque chose d'encore plus large. On est insatisfait, donc on veut plus, donc on veut autre chose, donc on veut mieux, donc on veut, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Après, encore une fois, il faut, ça je l'ai dit souvent, il ne faut pas s'arrêter aux mots, il faut comprendre ce qu'il y a sous les mots aussi. Hein, parce qu'on travaille avec des traductions, moi je parle, j'ai mon propre dictionnaire d'une certaine façon, vous avez votre propre dictionnaire, chacun a son propre dictionnaire, vous voyez. Donc on essaye de se retrouver à travers tout ça, c'est pas facile, et donc il faut passer vous voyez. Merci. Ok, donc le pas sur la planche, trier, comme vient de le faire remarquer quelqu'un, être insatisfait. Hein. Un jour, vous prenez ça sur une demi-journée, puis vous écrivez avec sincérité. Vous écrivez ça sur une feuille, vous allez être épaté, vous voyez, de ce que vous allez voir à la fin, quand vous allez l'écrire. Voilà. Et puis ce travail de tout cœur, voilà, hein, parce que pour moi, ça, c'est ça, hein, voilà, de tout cœur, avec le cœur entier. C'est vraiment un mot qui revient sans cesse chez Maître Dogen, et c'est la clé, en quelque sorte, de toute notre pratique. Sensei, bonjour. Hélène. Bonjour. Bonjour, Hélène. Quand on parle d'effort ou de cœur, moi, j'ai pu faire l'expérience. Si on est vraiment avec son cœur et dans son cœur et on fait les choses avec le cœur, il n'y a pas d'effort à faire en fait. Quand on est vraiment avec le cœur, l'effort n'est pas là. L'effort c'est de faire avec le cœur. Hein, c'est antérieur. Oui, mais plutôt que je balaye en vitesse parce que ça me gonfle de balayer, hein, ça qui peut arriver. Eh bien, la première chose, c'est de le faire avec le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, je suis d'accord. De faire les choses avec le cœur, c'est jamais un effort. Ça, c'est clair, parce qu'au moment où on le fait avec le cœur, on est un avec la chose. C'est comme si on dansait avec la chose, vous voyez? Donc, je suis d'accord. Mais quelquefois, plus ou moins, ça dépend des jours, ça dépend des personnes, quoi. Quelquefois, il y a un petit seuil quand même à passer pour décider de le faire avec le cœur, vous voyez? Pas du genre, ça fait 15 fois que je fais la vaisselle et c'est toujours moi qui fais la vaisselle, etc. Vous voyez, par exemple. Donc, hop, là, on tourne. Mais c'est ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Une fois qu'on est avec le cœur, c'est comme d'être, vous savez, sur un bateau avec la voile, là, il y a le vent qui nous emmène, il n'y a plus rien à faire, c'est génial, quoi. Merci, Sensei, merci. Alors, je vais le dire, ça ne fait rien, je vais le dire quand même. Ce que je remarque, moi, c'est que quand les personnes arrivent, les anciens, moi, mais quand même un peu. Au début, voilà, on vient, mais bon. Et après, au bout de quelques jours que vous êtes là, parce qu'il se trouve que cette saison-là, il y a plusieurs rakusu qui restent vraiment 10 jours ou 15 jours, un mois, voilà, des choses comme ça. Alors les premiers jours, vous venez presque pas, on sent bien que voilà, vous voulez voir un peu s'il y a quelque chose à faire, mais enfin bon, j'espère que non, quelque part. Hein. Et après, il y a un moment, en fait, tant que vous me posez la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, c'est que quand même, il y a quelque chose derrière qui dit, bon, et moi je le ressens, hein, mais quand à un moment vous ne vous posez plus la question, par exemple, Iwan, tout à l'heure, vous n'êtes pas posé la question, je vous ai envoyé au village, vous êtes revenu du village, vous êtes arrivé dans la cuisine, vous avez commencé à prendre la bassine, la nettoyer et tout. Et là, je trouve que là, on arrive complètement dans Tout à fait. Non, mais tout à fait. C'est cette idée de casser un peu notre conditionnement, vous voyez? C'est ça. Or, par exemple, pour prendre là, moi, je pense que la demeure sans limite, c'est le mieux, bien sûr. Hein, ça n'a rien à voir avec une journée de zazen ou même une retraite avec zazen intensif et tout. C'est que ça doit rentrer dans le quotidien. Ça doit rentrer à travers tout, aussi bien les samous, le travail que les moments de repos, etc. Et je pense que la vie monastique, elle casse tellement. Vous voyez, à la façon dont vous vous levez, vous allez faire zazen, enfin, tous vos horaires, toutes vos façons de faire sont chamboulées. On revient à ce que je disais à propos des bols. C'est important parce que ça casse. Donc, au début, on résiste un peu. Hein, on n'a pas envie que ça casse. On résiste un peu. On a envie de faire comme chez soi. Alors, voilà. Alors, moi, je vais vous dire un truc horrible. Ouais, j'ai fait des trucs horribles. J'essaie d'en faire moins. Mais quand j'étais la pratique,
pratiquante la pire que les pauvres, les malheureux enseignants pouvaient avoir. Moi, j'avais un truc très fort, mais je l'ai toujours, mais bon, évidemment, ça m'est passé, c'est de prendre une douche le matin au réveil. J'aime avoir de l'eau le matin au réveil. Et c'était en Italie. C'était une retraite, il y avait plein de monde et il y avait juste 2 ou 3 salles de bain. Et le maître avait dit, l'enseignant avait dit, juste vous lavez les dents et la figure et puis vous ressortez. Oui, d'accord. Mais enfin, moi, je vais prendre une douche parce que moi, c'est moi. Hein, d'accord. Donc, je vais faire très vite, mais quand même. Et alors, tous les jours, il répétait, il ne faut pas prendre de douche, il ne faut pas prendre de douche. Moi, ça me passait là. Vous voyez? C'est comme ça, hein? Donc oui, j'étais horrible, non mais je veux dire, c'était vraiment dur. C'est pour ça que je comprends maintenant, c'est pour ça que ça me fait rire. C'est comme Jockey Sensei, elle n'était pas terrible non plus. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît, vous savez, les cancres, c'est les meilleurs enseignants parce qu'après, ils reconnaissent les choses comme ça. Donc on reconnaît bien chez les gens quand ils résistent comme ça. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Il faut qu'on cache, mais qu'on cache en douceur. Et c'est l'accompagnement de la Sangha, c'est l'accompagnement de l'horaire, c'est l'accompagnement de Zazen, des personnes qui sont avec nous. Tout ça, c'est en douceur. Vous voyez? Mais en douceur, c'est un peu comme l'eau, comme ça, mais quand même, il y a quelque chose où on cache nos façons de faire, nos façons de penser, donc nos habitudes de notre vie à l'extérieur. Bon, j'arrête de raconter. Je n'ai pas raconté sur Jockey, hein, j'ai raconté sur moi. Donc, j'arrête de raconter. Voilà. Donc, ça veut dire que ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas un truc, encore une fois, psychologique ou d'être bon ou gentil ou bon élève ou tout ça. Hein. C'est quelque chose de comprendre le cœur. Voilà. Ça, c'est la seule chose. Voilà. OK.